Évidemment qu'elle a parcouru, vous le savez toutes et tous, avec un sponsor vendéen d'ailleurs, hein, PRB, bien connu, investi non seulement sur le Vendée Globe, mais aussi sur la Golden Globe Race. Elle a brillé, elle a fait rayonner cette course et la course au large en France et autour du monde. Et puis elle a créé l'IMOCA avec un autre sablé vendéen chaumois bien connu, Jean-Luc Vandenay, en son temps. Et puis la vie s'est faite de course, elle en parlera évidemment beaucoup mieux que moi, parce que évidemment après avoir parcouru les océans en tant que skipper, elle en est devenue maintenant l'avocate, la grande défendresse, et elle va nous partager son amour des océans et peut-être nous éveiller sur quelques réalités nouvelles qui menacent cet environnement merveilleux, qui est à la fois le miroir de nos rêves et en même temps un gisement d'opportunités extraordinaires, de biodiversité extraordinaire pour l'avenir de la Terre, mais qui en même temps un environnement particulièrement fragile et particulièrement menacé, pour la défense duquel nous pouvons toutes et tous agir. C'est le sens de ces semaines de climat air énergie, c'est que les causes environnementales ne sont pas que nationales, ne sont pas que globales, elles sont aussi l'affaire de tous et de chacun. Merci d'avoir répondu à cette invitation et je vous demande d'accueillir avec des applaudissements nourris Madame Isabelle Autissier. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Bonsoir Isabelle, quel honneur que vous soyez avec nous ce soir. Je suis le journaliste qui va mener ces échanges. Vous serez aussi des journalistes en fin de soirée, puisqu'évidemment vous serez invités à poser aussi toutes vos questions à Isabelle. Alors évidemment avec vous, on va évoquer ces mers, ces océans qui vont pas toujours très bien, et surtout on verra que malgré l'urgence, comme vient de le dire Yannick Moreau, eh bien on peut agir, il est encore temps évidemment, et puis parce que parfois les mots ne suffisent pas, vous avez pris la plume et on viendra justement sur ce livre que vous avez écrit. Alors, on l'aura compris, vous êtes attaché aux océans. Et alors, avant de parler de l'avenir et même du présent, on va revenir un petit peu sur le passé, si vous voulez bien. Nous sommes au Sable d'Olonne, forcément, la capitale de la voile. Alors, justement, qu'est-ce que vous retenez de cette petite fille qui a découvert la voile avec son papa il y a quelques années? Oui, il y a quelques années, c'est gentil. Alors, malheureusement, ça n'était pas au Sable d'Olonne. C'était en Bretagne Nord, mais moi, j'ai découvert la voile comme beaucoup d'enfants à l'époque. On avait un petit dériveur en bois qu'on bichonnait et qu'on vernissait tout l'hiver dans le garage, en banlieue parisienne. Et puis voilà. Et si j'en ai des souvenirs au début, j'étais vraiment petite, j'avais peut-être 7-8 ans. C'est d'abord très lié j'allais dire au sens et à une forme de sensualité, c'est-à-dire que j'étais épatée parce que ça bougeait, il y avait la vision de la mer, il y avait les bruits, il y avait voilà, l'odeur de l'iode, puis c'était l'aventure, et puis on allait dans les enfants. Enfin, je me sentais vraiment très petite, je me sentais vraiment très comblée par la mer. Mais ça veut dire que c'était déjà un coup de cœur finalement? C'était déjà un coup de cœur finalement? Oui, il y avait un côté coup de cœur et il y avait un côté, vous savez, comme disaient les enfants quand je serai grande. Et moi, je me disais, quand je serai grande, il faut que je puisse habiter au bord de la mer, il faut que je puisse faire du bateau, évidemment, mais au moins voir la mer, etc. Donc, évidemment, tout ça a pris quelques petites années à mûrir. Mais après, j'ai eu aussi cette façon, après, de voir la mer d'une manière peut-être beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus rationnelle, que j'ai adoré aussi. J'ai adoré les calculs de marée, de courant, la météo, comment on sait où on est sur un bateau. Et puis après, j'ai décidé de faire des études donc, à caractère scientifique tournées vers la mer, puisque je suis ingénieur agro-Goethe. Voilà, tout ça finalement faisait un peu un tout. À chaque fois, il y avait une découverte supplémentaire. Regardez, 20 ans après, on se rappelle, c'est évidemment l'édition terrible des 15 au départ. Ouais, ça a été une édition pas facile, endeuillée malheureusement. Alors quand même,
et c'est ça qui est génial, et heureusement l'être humain est bien fait pour ça, c'est qu'on garde quand même les bons souvenirs. Alors les bons souvenirs, c'est bien sûr l'arrivée, parce que je vous rappelle qu'en fait, moi je suis disqualifiée, puisque je casse un safran, je m'arrête en Afrique du Sud, je repars, donc je ne suis plus en course, mais je continue à courir pour moi, et je suis accueillie ici par les Sablais, mais j'arrive entre guillemets en deuxième position, j'arrive juste derrière le vainqueur Christophe Auguin, et je suis accueillie comme si j'étais deuxième, c'est-à-dire qu'il y a la foule que vous connaissez tous, qui est là, qui est dans le cheval, et ça c'est quand même la magie du Vendée Globe, et vous le savez, c'est que du premier au dernier, voilà, c'est en fait attaché, je pense, à ce... On a tous fait le tour du monde en solitaire. Après, il y en a qui gagnent, bon bah très bien, c'est génial, mais voilà, tout le monde a fait le tour du monde en solitaire. Alors effectivement, vous devenez, alors pas grâce au Vendée Globe, hein, avant évidemment, vous devenez la première femme qui a donc été la première à faire un tour du monde. Vous faites ce Vendée Globe effectivement dans lequel vous êtes obligé d'abandonner et malgré tout vous êtes accueillie comme une reine et vous devenez finalement une icône. Comment on assume ça? Faut pas se prendre la tête comme on dit. Moi j'ai pas changé. Moi, je suis toujours la même, et puis, vous savez, je suis comme tout le monde, je pousse mon caddie, je fais le ménage, voilà, toutes ces petites choses. Et d'ailleurs, j'y tiens beaucoup, quelque part. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de me créer une vie comme ça, complètement hors cadre. Je pense qu'il y a deux choses. Il y en a une qui est vraiment géniale, il y en a une auquel il faut faire un peu attention. La chose qui est vraiment géniale, c'est que on a ce sentiment qu'on amène un peu de bonheur aux gens qui aiment le bateau, mais tout simplement aux gens qui ont envie de rêver. Et moi, j'ai toujours été, voilà, j'adore ça, en fait. Et c'est vrai que quand on revient, on raconte, et puis les yeux qui brillent, et puis voilà, et donc, dans ce monde de brut, un peu de bonheur, c'est quand même pas mal. Et je lui rachète le bateau avec lequel, quelques mois auparavant, il est arrivé 3e du premier Vendée Globe. Et on discute comme ça, et puis justement, je lui dis, mais voilà, on ne prend pas un peu la tête et tout. Ah, il me dit, oui, tu sais, en fait, je me suis rendu compte que ce qui est difficile, c'est que quand tu commences à être connu comme ça et tout le monde te dit que tu es génial, et ben, faut surtout pas le croire. Et ça, j'ai trouvé que c'était... Je me suis toujours souvenue de cette phrase. Et voilà, donc à un moment donné, il ne faut pas prendre les médias comme tous ces honneurs, tous ces trucs, voilà, comme c'est pas quelque chose qui vous est dû et ça ne vous rend pas meilleur, et ça fait partie de la vie. À un moment donné, ça commence à faire partie de votre vie, donc voilà, il faut en tenir compte, le traiter, mais voilà, à bout de gaffe, comme vous dites, Marie. Avec les espèces vivantes, c'est qu'elles n'ont pas disparu, sauf quelques rares espèces, bon là, c'est fini, mais elles n'ont pas disparu, donc si on leur offre un peu de répit, on voit que ça revient, ça repart. Hein. Moi, je me souviens des bagarres en Méditerranée à propos du thon, par exemple. Je sais que ça a été terrible. Et puis finalement, on a accepté de vraiment diminuer, parce qu'on avait pêché 90% des thons, et ben le thon il revient, quoi. Et 3, 4, 5 années plus tard, on peut recommencer à pêcher un peu. Enfin voilà, donc c'est aussi tout cet équilibre entre nous et la nature autour de nous. Oui, c'est ça. On peut encore rester positif, hein, et c'est aussi l'idée de la soirée. Ah non, mais moi je suis pas du genre, enfin vous l'avez compris, je ne vais pas sauter par la fenêtre. Hein. Non, bien sûr, on peut encore faire des choses. Il faut les faire, et il faut les faire le plus vite possible, parce que plus on les fait vite, mieux ça se passera. Donc il ne faut pas tergiverser sans ce temps à dire, voilà, il faut y aller. Si on y va, oui, on va pouvoir améliorer la situation, c'est sûr. Alors forcément, bien sûr, hein, la surpêche fait partie malheureusement des conséquences de la disparition des espèces dans l'océan. Le plastique en est une autre conséquence, forcément, on le rappelle, n'est pas des moindres. Hein, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons, ça vous l'avez déjà entendu. Et pourtant, beaucoup ont encore du mal à y croire. Comment ça se fait?
Alors, je pense qu'il y a une raison très simple, c'est que ça ne se voit pas beaucoup. Quand vous vous baladez ici, en plus ici, je pense que sur les plages, on l'enlève, hein, il y a des services déboueurs qui viennent nettoyer, mais même, vous allez en trouver, ou si vous partez en mer avec votre bateau, vous allez croiser des sacs en plastique de temps en temps, mais vous allez vous dire finalement pas tant que ça. Parce que le plastique, en fait, il se dégrade assez vite, avec la lumière, avec les mouvements de la mer et tout ça, et c'est là qu'il devient vraiment dangereux, quand on ne voit plus, qui fait des microparticules de quelques millimètres, de moins d'un millimètre, de quelques nanomètres, millièmes de millimètres. Et là, c'est très dangereux parce que ça va passer dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que ces toutes petites particules vont être absorbées par les poissons, par les oiseaux, par le plancton même, et vont donc polluer de manière interne les organismes vivants. Donc au final, ça va finir par nous polluer nous, parce que quand on mange du poisson, malheureusement, on mange aussi du plastique avec, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même des molécules de plastique, donc c'est des molécules cancérogènes, mutagènes, c'est pas des trucs sympas, hein, c'est des trucs dangereux pour la santé en tout cas. Ça se voit pas, mais prenez une poignée de sable ici, regardez-la bien, vous allez voir les toutes petites particules de plastique. Donc quand vous buvez la tasse, vous buvez du plastique, quand vous respirez les embruns marins, vous respirez du plastique, donc c'est ça le vrai danger, quoi. Et il n'y a pas d'autre solution que de diminuer notre production et notre consommation. Trop, malheureusement. Je sais bien que c'est dommage de dire ça parce qu'on aime tous le poisson. Donc je ne vous dis pas de ne pas manger, mais je pense qu'il faut être raisonnable et qu'il faut envisager d'en manger 1 à 2 fois maximum par semaine, de manière à faire un peu diminuer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on surconsomme comme ça? Comme la pêche française n'est plus en état de fournir ce poisson, donc on en importe parfois de très loin, hein, du merlu d'Argentine, du saumon d'Alaska, des poissons qui vont faire des milliers de kilomètres, donc une empreinte carbone qui est quand même pas terrible. Et puis, vous allez encourager la pêche illicite. À partir du moment où il y a une demande, et ben, il y a des circuits de pêche illégale qui se mettent en place. Donc des gens qui vont aller concurrencer les pêcheurs qui ont des droits de pêche, qui sont des pêcheurs, je vais dire, normaux, par des méthodes illégales, en prenant aussi des tailles trop petites, en pêchant dans les endroits interdits, voilà. Et puis avec des systèmes carrément de mafia. Hein, c'est-à-dire que Interpol aujourd'hui a une section mer. Parce que la pêche illégale, c'est des milliards d'euros. Donc encore une fois, ça fait concurrence à la pêche illégale, ça nourrit les mafias, et nourrir les mafias, c'est jamais bien, parce que derrière, eh ben, on retrouve d'autres activités illégales, etc. Donc voilà, donc il faut être raisonnable. Cette catastrophe au travers d'une famille vénitienne, évidemment, un père, une mère, une fille, qui finalement, à eux trois, représentent un peu qui nous sommes. Alors concrètement, qui sont-ils? Oui, alors, moi justement, cette question du déni, vous parliez du déni, c'est une question qui me travaille, parce qu'effectivement, le groupe de scientifiques sur le climat, il existe depuis 1984. Et depuis 1984, il nous souligne les choses, il nous montre les courbes, les chiffres, les trucs, machin. Et puis nous, on est là, ouais, c'est sympa, voilà. Et puis on fait la une des journaux, et puis le lendemain, on passe à autre chose. Donc on est dans le déni complet. Donc moi, ça me travaille un peu, quoi. Donc j'avais envie d'essayer de décortiquer en quelque sorte le pourquoi. J'ai pris Venise comme sujet parce que tout le monde sait que Venise va disparaître. Tout le monde sait que Venise va disparaître. Parce que c'est des chiffres, c'est écrit, c'est comme ça. La ville s'affaisse, la mer monte, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, ça va, un jour ça va finir. Et pourtant, on ne fait pas vraiment grand-chose. Ce qu'on fait, le remède est pratiquement pire que le mal quand on essaie de faire quelque chose. Mais donc c'est intéressant de prendre cet exemple-là et de dire pourquoi est-ce qu'on continue à faire le business as usual, hein, on fait tourner les affaires comme d'habitude, alors qu'on est dans cette situation-là. Donc c'est un peu ça que j'ai eu envie de décrypter au travers effectivement de ces trois personnages dont j'ai envie de dire qu'ils représentent un peu trois facettes
qu'on a un peu tous, au fond, en nous. Le père qui est le conseiller aux affaires économiques de la ville, donc lui, il rêve pour de bonnes raisons, pour faire des emplois, pour que les gens gagnent des sous, pour que sa ville rayonne. Donc il veut plus de touristes, il veut plus de ceci, plus de ça. Donc, il veut en rajouter en permanence et il pense qu'on va trouver une solution miracle pour empêcher la ville de sombrer. Voilà, donc cette espèce d'avidité permanente qui fait qu'on ne se préoccupe pas des conséquences. Sa femme, Maria Alba, elle est un peu, elle veut pas trop voir les choses, elle est plutôt réfugiée dans le passé. Hein. Elle voit la vie glorieuse, ses ancêtres qui étaient des doges, et avant c'était mieux, et alors elle est là, voilà, elle est très esthète, et elle adore sa ville, mais bon, elle ne se pose pas beaucoup de questions non plus. Et puis la fille qui a 18 ans, et donc elle qui est beaucoup plus vindicative et qui va essayer de se battre pour faire quelque chose. Donc je crois qu'on est tous un petit peu des trois, peut-être à des degrés différents, mais on a tous, oui, on a tous ça au fond de nous, quoi. Est-ce que ça marche finalement de raconter la catastrophe au travers des mots, plus que par des chiffres? Je ne sais pas si ça marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chiffres, visiblement, ne suffisent pas. C'est ce que je disais, depuis 84, on a tous les chiffres qu'on veut, mais même, sans même vous fatiguer, vous lisez juste les 10 pages de la synthèse pour les décideurs. Je ne vous demande pas de lire les 600 pages du rapport, je suis sympa. Merci. Vous lisez les 10 pages qui sont faites pour les citoyens extrêmement abrutis que sont nos présidents et nos grands dirigeants. Donc on leur a fait 10 pages qu'ils arrivent à lire. Vous lisez ça, vous comprenez quand même déjà beaucoup de choses. Et malgré ça, ça avance très peu. Donc c'est vrai que c'est quand même... Mais alors justement, comment on trouve des solutions, puisque notamment le rapport du GIEC met en exergue aussi les fausses bonnes idées. Par exemple, à l'image de ces fameuses portes à Venise, à un moment donné, comment on fait? Oui, à Venise, la fausse bonne idée, c'est d'essayer de barrer les entrées de la lagune pour empêcher la mer de venir. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais oui, il y a typiquement la fausse bonne idée, c'était de se dire, alors le plancton marin, il absorbe le gaz carbonique, donc on va essayer de fabriquer plein de plancton marin, et on fait ça comment? Il faudrait qu'il y ait plus de fer dans l'eau, parce que c'est un des facteurs limitants pour le développement du plancton. Donc il y a des gens qui ont commencé à dire on va balancer de la pluie de fer, partir sur les océans. Ben non, c'est juste idiot d'abord, parce que ça peut avoir des conséquences qu'on ne connaît pas, mais qui sont peut-être nettement pires que le mal. Et puis une fois que ce facteur-là, d'abord, ça demanderait des millions de tonnes de fer, je ne sais pas où les prendrait. Vous imaginez le système qu'il faudrait pour... Enfin, voilà. Donc voilà. Après, la meilleure chose, où là on est sûr de ne pas se tromper, c'est de diminuer ce dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de voracité qu'on a pour les objets, pour les choses, pour les... voilà. Et ça se fait à bonheur égal, voire à bonheur supérieur. C'est-à-dire qu'ici, si au lieu de prendre ma voiture et d'être dans les embouteillages, je prends mon vélo, que c'est meilleur pour ma santé, meilleur pour mon porte-monnaie, meilleur pour mon moral parce que je vais croiser des copains à qui je vais dire hey, coucou et s'arrêter de une bavette, etc. Et évidemment, bien meilleur pour les Qu'est-ce que concrètement ça apporte à moyen long terme? Et l'impact négatif aussi, si on peut le citer, quand on sait que la conception, la construction d'un nouveau cas génère énormément de déchets. En tout cas, il y a une empreinte carbone aussi qui est liée à cette part-là, en amont de la course. Je voulais avoir votre avis un peu sur ces plus et moins. Ouais. Alors, le positif et le négatif du Vendée Globe, c'est une bonne question. Le positif, c'est que ça nous amène du bonheur, ça nous fait rêver, pas seulement nous les coureurs, mais je pense des millions de personnes. Ça peut leur faire découvrir des belles images de la mer, des belles émotions de la mer. C'est un jeu, mais l'être humain a besoin de jeu. Donc voilà, je crois que ça, de ce point de vue-là, ça
entre guillemets, ça raconte une histoire qui participe à la vie sociale. Si on n'avait plus du tout de culture et de sport, je ne sais pas si on survivrait même. Hein. Donc on a besoin de ce partage autour de l'idée de la mer, de l'aventure, de la course et tout ça. Donc ça c'est le bon côté des choses. C'est quelque chose un peu immatériel, mais dont on sait tous que c'est quand même très, très fort et très présent. Le mauvais côté, vous l'avez dit, un bateau en carbone, c'est du pétrole. C'est un objet pas du tout écolo en soi, hein, le bateau lui-même. Et surtout, le fonctionnement de ce bateau, parce qu'il y a des gens qui ont déjà calculé, par exemple, l'empreinte carbone précise d'un projet Vendée Globe. 70% de l'empreinte carbone, c'est pas le bateau lui-même, c'est la communication, c'est le déplacement des équipages, c'est le village de course avec, vous savez, les lasers et les machins. C'est tout l'environnement du bateau, en fait, qui est l'essentiel de l'empreinte carbone du projet lui-même. Mais quand même, le bateau est un peu. Et en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des coureurs, pas tous, mais une partie d'entre eux, assez importante, qui commencent à réfléchir autour de ça. Comment on peut faire? Il n'y a pas de raison que la course au large ne fasse pas aussi sa révolution. Tout le monde change, ben la course va changer. Sinon, un jour, ça n'aura plus de sens. Et le jour où on sera tous voilà, dans des limites d'émissions de carbone, ça n'aura plus de sens de faire ça. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Mais ce qui va être compliqué là aussi, tout à l'heure on parlait des grands messes avec plusieurs pays, mais là il faut se mettre d'accord entre les coureurs et les sponsors, c'est donc d'essayer de diminuer par exemple cette empreinte carbone en étant un peu plus sobre dans ses déplacements, dans tout ce qu'il y a autour de la course, de faire un peu moins de, je sais pas, je pense par exemple à ce qu'on appelle les goodies, vous savez, les sacs, les bannières, les machins, les trucs communs, il faut peut-être en faire moins, il faut peut-être se recentrer sur l'esprit de la course. Sur au fond, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir le machin en plastique avec le nom du bateau dessus, c'est plutôt de voir cette ambiance, cette atmosphère, de suivre la course, de partager les émotions du coureur. Voilà. Donc essayer de se recentrer un peu. On peut imaginer aussi de travailler sur les bateaux eux-mêmes par exemple d'imposer un certain nombre de règles sur les matériaux de construction, sur la façon dont on les construit. On pourrait imaginer par exemple de demander qu'il y ait plusieurs bateaux sur un seul moule, au lieu de casser le moule et le jeter à chaque fois pour faire un bateau différent. Enfin voilà, il y a pas mal d'idées sur lesquelles il y a en ce moment des gens qui commencent à réfléchir pour essayer de voir comment on pourrait faire pour diminuer cette empreinte. L'Ardente on est absolument obligé de faire monter les renouvelables. On n'a pas le choix. Il faut qu'on arrête avec le pétrole. Faut que, vraiment, là, ça rigole pas. Hein. L'effet de serre, c'est quand même très grave, quoi, ce qui va nous arriver. Donc, il nous faut des renouvelables dans tous les sens. Donc, il nous faut plein de solaire, mais aussi plein d'éoliennes. À terre, en mer, près des côtes, au large, partout où on peut en mettre de manière à peu près intelligente. Donc ça, c'est indispensable. En France, on est super mauvais. On est les derniers de la classe européenne. Non seulement on est très loin des objectifs qu'on s'était nous-mêmes fixés, mais on est les derniers en termes de renouvelables par rapport aux 27 pays de l'Union européenne. Maintenant, je crois qu'il y a, et on est bizarrement d'ailleurs, un pays où il y a, par rapport aux éoliennes, et je ne m'explique pas très bien pourquoi, une espèce de vindicte incroyable. Vous vous baladez partout en Europe, vous n'allez pas du tout voir ça. Il y a les éoliennes, voilà, et puis il n'y a pas... ici, c'est un sujet très violent, très agressif, pas très bien pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne fait jamais les choses contre les gens. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait le débat citoyen suffisant pour que tout le monde puisse poser ses questions,
proposer des modifications, éventuellement exprimer des oppositions, et que souvent ce débat n'est pas très bien mené en France. Et c'est pour ça que moi je suis évidemment tout à fait favorable à ce qu'on ait beaucoup plus encore de parcs d'éolien en mer, mais je ne suis pas très favorable à la loi qui va être passée, qui a l'air de vouloir de dire bon, pour que ça aille plus vite, on va arrêter de faire des débats pour un oui, pour un non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, on a besoin de vrais débats sereins, où les gens peuvent dire les choses, où on peut faire évoluer les projets. Moi, j'ai fait partie, à un moment donné, de commission qui s'occupait qui devait donner un avis sur un parc éolien dans la Manche. On a débattu à peu près sereinement. On a demandé aux gens qui fabriquaient le parc de faire des modifications sur la hauteur des pales, pour qu'il n'y ait pas de problème avec les oiseaux, des modifications sur la période de l'année où ils enfonçaient les pieux, parce qu'on sait que ça peut déranger certaines espèces. Ben voilà, on peut faire évoluer les projets. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est absolument indispensable, et on a des possibilités éoliennes en France très importantes, parce qu'on a quand même pas mal de vent et des vents assez réguliers. Donc ça, oui, on en a absolument besoin. Bonjour, merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous ce soir. Vous avez donc eu un petit aperçu au travers de ce film qui a été réalisé pour France Télévisions de ce qu'a donc été ma vie pendant plus de 40 ans. Une vie en grande partie consacrée à ce que j'appelle poétiquement les pays d'en haut. Beaucoup, comme vous l'avez vu, de très grands voyages durant lesquels j'ai fait beaucoup d'observations que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Fait aussi beaucoup de rencontres assez extraordinaires, reçu quelques leçons qui, pour certaines, ont une morale qui est particulièrement d'actualité et je crois en rapport avec le sujet de ce soir, et compris au travers de ce reportage que j'ai passé de nombreuses années et fait quelques dizaines de milliers de kilomètres, et il se trouve qu'un jour, j'effectuais une grande traversée, elle aussi, dont tout le début, c'est-à-dire les 3 premiers mois, ont été très compliqués, notamment parce que pendant 5 semaines, la température la plus chaude, ça a été moins 54 degrés, une période extrêmement froide qui nous a fragilisés, pour ne pas dire abîmés, et donc j'arrive sur la banquise de la baie de l'Hudson, très fatigué, en ayant dormi à peine 2 heures, 3 heures par 24 heures pendant 2 mois, amaigri, un peu démoralisé, et donc je suis comme ça, un peu avachi sur mon traîneau, fatigué, et je sais qu'en longeant la côte, je vais inévitablement arriver dans ce village qui s'appelle Churchill, où j'ai prévu de passer une semaine à me reposer avant de reprendre toute la deuxième partie du voyage. Et je sais que le village est à peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais pas plus. Et donc on avance comme ça, et puis je relève très souvent la tête parce qu'il y a beaucoup d'ours polaires dans cette région-là, la plus grande concentration d'ours polaires au monde. Et si par exemple vous passez en traîneau entre une maman et ses petits, ou entre un ours polaire et par exemple un phoque, vous pouvez avoir un accident mortel, comme il y en a d'ailleurs une dizaine par an dans cette région-là. Et à un moment donné, comme ça, en regardant s'il n'y a pas de danger à l'horizon, j'aperçois le dôme de l'aéroport de Churchill, et je me rends compte qu'on n'est donc pas à 4 jours ou à 3 jours, mais qu'on va y être avant le soir, vraisemblablement en 3-4 heures. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Alors je sais ce que vous allez me dire oui, mais les chiens, ils ont vu ou ils ont senti. Je peux vous dire que je connais mes chiens jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des poils, et lorsqu'ils sentent quelque chose, je le vois. Lorsqu'ils voient quelque chose, je le vois. Ce qui s'est passé, eh bien, c'est que j'ai dû faire un petit peu de bruit, en tout cas un mouvement, je me suis hissé comme ça.
Et dans ces cas-là, les chiens ils se retournent systématiquement pour voir qu'est-ce que le patron est en train de faire. Alors si par exemple je sors l'encre, ça veut dire qu'on va s'arrêter. Si je fouille, c'est que je suis en train de chercher de la nourriture que je leur distribue toutes les 2-3 heures. Enfin, bon, les chiens, ils regardent ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les quelques secondes qui ont suivi le moment où je me suis rendu compte que l'aéroport n'était pas loin, les chiens sont partis joyeusement et vite vers le village qu'on a du coup atteint en 1h30. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple, c'est que depuis 5 semaines, à chaque fois qu'ils se retournaient, vous voyez quelqu'un de complètement avachi, complètement démoralisé derrière le traîneau, et que là, tout d'un coup, en se retournant, ils ont eu la surprise de voir quelqu'un qui était debout, qui dégageait quelque chose de positif, et je peux vous dire que c'est absolument incroyable, mais ceux ici qui ont des animaux le savent, les chiens sont des éponges qui ressentent de façon absolument admirable l'attitude, y compris parfois triste, et qui viennent du coup vous réconforter, qui comprennent lorsque vous leur parlez, non pas les mots, mais au son, quel est votre intérieur en quelque sorte. Et donc, mes chiens, ce jour-là, m'ont donné une leçon, en tout cas que je n'oublie jamais à chaque fois que j'ai cet honneur que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, cette responsabilité qui est d'avoir la responsabilité d'une équipe. Cette leçon que lorsqu'on a cet honneur avec des droits et des devoirs, effectivement, on n'a pas le droit, en période difficile, d'être comme j'étais pendant ces 5 semaines. Et en cette période terriblement anxiogène, je regardais encore tout à l'heure les nouvelles, où on nous parle d'une possible guerre nucléaire, où on nous annonce et où on en montre toutes ces catastrophes climatiques, et j'en passe. Je pense que c'est important, voilà, de rester debout. C'est quelque chose que les marins savent, tenir la barre lorsque le temps est mauvais. Une dernière petite anecdote, vous en comprendrez toute l'importance, c'était cette fois-ci pas une expédition que j'ai menée seule avec mes chiens, mais en équipe. Et il se trouve que j'avais très soigneusement sélectionné les 6 personnes qui composaient cette équipe, des gens d'expérience, mais surtout très très motivés. Et il se trouve qu'au bout de 2 mois et demi, l'équipe a totalement explosé, que rien ne fonctionnait. Et 5 des 6 personnes de l'équipe avaient décidé d'abandonner l'expédition, d'arrêter l'expédition, parce que ça n'allait plus du tout. Et nous arrivons dans un village indien, où on nous place dans une salle de classe chauffée. On se retrouve là, un petit peu sonné. Et de façon totalement instinctive, j'insiste, c'était quelque chose de pas du tout préparé de ma part. Il se trouve que, comme dans toute salle de classe, il y avait un tableau derrière moi et une craie. Je prends la craie, je prends la parole. Et je dis, écoutez, voilà, l'expédition va donc s'arrêter ici. Et puis, je dis, on sait pourquoi. Et je regarde le premier d'entre nous. On était assis en cercle, c'est Alain. Et Alain, c'est une catastrophe. Il est tous les matins en retard. Donc, c'est 1 demi-heure, 3/4 d'heure de retard, du coup, pour toute l'équipe, qui, du coup, arrive à la nuit, le soir, avec tout ce que ça peut engendrer, vous imaginez, d'énervement, de drame, qui, au bout de 2 mois, deviennent juste intolérables pour l'équipe. Et donc, je marque sur le tableau, retard, puis je passe à Didier. Didier, c'est une catastrophe. Il perd toutes ses affaires. Et lorsque il fait -50 et que vous avez une seule hache pour fendre le bois, pour faire un feu, je vous assure que celui qui a perdu la hache, vous le détestez à vie. Et donc, je marque, perd ses affaires, et je passe à Thomas, qui lui est grognon, tous les matins. Et lorsque ça va pas, que vous avez en plus quelqu'un qui est grognon, par émulation, ça rend tout le monde grognon. Et c'est un peu une catastrophe. Et tout le monde fait oui, il y en a ras-le-bol. Et c'est vrai qu'il y en avait ras-le-bol. Et ainsi de suite. Et puis, je tire un trait. Et encore une fois, c'était totalement instinctif, pas du tout préparé de ma part. Je dis, Alain, ok, il est en retard, mais Alain, c'est un génie de l'orientation. Vous le mettez au milieu de la banquise en plein blizzard, il retrouve sa route. Tout le monde fait oui, c'est vrai.
Et puis je passe à Didier qui perd ses affaires, mais qui a cette qualité que vous connaissez peut-être à certaines personnes, qui est qu'il n'est pas arrivé depuis 10 minutes dans le village, que tout le monde est copain avec lui. Ce qui notamment a beaucoup d'avantages lorsqu'il n'y a pas de magasin et que vous devez retrouver une hache. Et puis Thomas, il est grognon, mais c'est un bricoleur absolument incroyable. Et ainsi de suite. Et il se passe ce truc absolument incroyable, qui est que tout d'un coup, l'équipe devant moi regarde cette colonne de droite. Et celui d'entre nous qui d'ailleurs avait décidé le premier d'arrêter l'expédition, qui a sans doute d'ailleurs entraîné les autres à vouloir arrêter, prend la parole en disant « mais c'est complètement débile notre affaire parce qu'on a décomposé l'équipe en 2 petites équipes de 3 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Vous aviez donc 2 heures de retard sur nous. Nous, on était devant. À un moment donné, on est arrivé à cette bifurcation, là, à un jour du village, on a pris la mauvaise route. Il faudrait que Alain soit dans l'équipe qui est devant. » Et puis un autre prend la parole en disant « oui, il faudrait aussi faire ceci, cela ». Et j'assiste stupéfait à une conversation qui est en fait la reconstruction sur la colonne de droite, sur les qualités des uns et des autres d'une équipe, qui du coup est repartie. On a terminé, réussi cette expédition jugée par certains impossible. On est devenus plus que des amis, une vraie famille. Et si je tenais à vous raconter cette petite histoire, c'est parce que depuis, c'était il y a 15 ans, 18 ans je crois, à chaque fois que ça va mal, je retourne mentalement dans cette salle de classe et je regarde les colonnes de droite. J'y reviendrai à cette salle de classe. Je vous disais tout à l'heure que c'était une expédition où je traversais le Québec-Labrador en traîneau à chiens. Il se trouve que les chiens et moi-même, nous avons été pris dans un très très gros blizzard, si bien qu'on a perdu 10 jours sur notre calendrier, on a manqué de nourriture. Et donc je suis arrivé dans un petit village inuit avec pour objectif d'y rester le temps de se retaper, comme on dit. Et très rapidement, il y a un Inuit qui s'appelle Irurtik qui est venu me voir pour me demander ce que j'allais donner aux chiens pour leur redonner l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer. Je lui ai montré la nourriture que j'avais fait envoyer par avion, nourriture déshydratée. Il a fait une moue comme ça un petit peu sceptique, il est parti, et puis il est revenu avec à l'arrière de sa motoneige un phoque entier congelé, comme les Inuits en gardent beaucoup sur le toit de leur maison, à l'écart des chiens, des loups, etc. Et il le donne aux chiens, sachant qu'effectivement, c'est la meilleure viande, la meilleure énergie que l'on puisse donner à des chiens. Et il m'explique qu'il va devoir retourner à la chasse, car il disposait que de ce phoque-là en réserve, et je lui propose donc de partir avec lui. Et donc nous passons 5 jours ensemble, entiers, où se construit une vraie histoire d'amitié, puisqu'on en vient à ce que Iruktik me propose de revenir passer un hiver avec lui sur sa ligne de trappe dans cette région qui me fascinait, et que lui vienne réaliser son rêve qui était de visiter Paris. Et puis arrive le dernier soir, mes chiens sont en pleine forme, n'ont plus qu'une envie, c'est de repartir, et donc je lui dis que je vais repartir le lendemain matin. Et donc le lendemain matin, je prépare les chiens, le traîneau, tout le village est là, c'est-à-dire 200 personnes, et pas d'Iruktik. Et je fais traîner un petit peu les préparatifs, et puis tout d'un coup, j'aperçois sa sœur, que j'avais vue chez lui, qui me regarde avec un petit sourire, que je n'oublierai jamais, parce qu'elle, elle savait déjà ce qui allait se passer. Effectivement, je me dirige vers elle, et puis je lui dis, mais il est où? Je crois même pas avoir prononcé son nom. Et elle me regarde toujours avec ce même petit sourire, elle me dit, il est parti. Je dis, comment ça, il est parti? Elle me dit, oui, il est parti ce matin vers 5h30 sur sa ligne de trappe. Et donc, je fais la mine que vous imaginez, et elle me regarde, toujours avec ce même sourire, elle me dit, t'es déçu? Je dis, oui, bon. Et puis elle m'emmène vers le traîneau, et elle me montre, ce que je n'avais pas vu, c'est que toutes les ligatures de ce traîneau en bois que vous avez vu au début du film avaient été refaites à neuf. Et elle m'emmène vers les chiens, autour duquel beaucoup d'enfants jouaient, et puis effectivement, en baissant, je m'aperçois qu'une partie des harnais des chiens avait été recousus.
Voilà comment Héroïtique m'a dit au revoir. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que je pense que ça ne vous a pas échappé, qu'on est dans un monde où de plus en plus l'emballage a plus d'importance que le produit, où les éléments de langage, les promesses, notamment de certains, sont beaucoup plus importantes que les faits. Et moi, j'ai traversé une grande partie de la Sibérie où il y a un mot qui veut dire cela. Tu es ce que tu fais. Et je pense que lorsque je vois, en tout cas, devant moi, marquer le changement climatique, que cette petite histoire et cette morale est particulièrement d'actualité parce que nous en sommes à un moment où il faut arrêter de parler et où il faut faire. Une deuxième petite anecdote que je voulais partager avec vous, qui a aussi, je crois, une morale qui s'applique au sujet de ce soir, alors très faible peut-être, mais notamment de l'attitude du consommateur, qui est quelque chose sur lequel moi j'insiste beaucoup, parce que j'entends beaucoup trop de personnes me dire « Ah, vous avez raison, qu'est-ce que c'est grave ce qui se passe avec vos amis éleveurs de rennes, les ours polaires ?» Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Alors c'est les gouvernements, c'est les grands patrons, sans se rendre compte que celui qui détient le pouvoir de changer le monde, en tout cas en grande partie, qu'on aime ça ou non aujourd'hui, c'est le consommateur. C'est lui qui détient ce pouvoir de pouvoir pénaliser tous ces produits qui sont très énergivores, qui détruisent les ours polaires, les oiseaux, la forêt amazonienne, et à l'inverse, détient ce pouvoir de pouvoir pénaliser ces produits qui du coup sont de plus en plus nombreux et qui sont respectueux de la nature. Un exemple, parce que j'aime être concret, je pense que vous l'aurez compris, sinon c'est des discours très abstraits. On a beaucoup parlé, ça m'a un petit peu fait rigoler d'ailleurs, rigoler, pas vraiment, mais énervé, il y a 1 an et demi, de la forêt amazonienne. Tout le monde criait au scandale et tout le monde montrait du doigt cet idiot pour ne pas dire un terme que j'ai envie de dire, de Bolsonaro, qui j'espère va perdre les prochaines élections. Mais tout le monde le pointait du doigt, alors même que la forêt amazonienne, on n'a pas le temps de développer ici, mais pour résumer rapidement, c'est de l'huile de palme que l'on consomme, nous tous, dans un certain nombre de produits qu'il ne faudrait d'ailleurs plus acheter parce qu'il y a des produits identiques qui ne consomment pas de la forêt amazonienne. Et puis par ailleurs, de la farine de soja qu'on plante à la place des forêts amazoniennes pour nourrir le bétail que l'on consomme alors même qu'on pourrait consommer 1 fois par semaine de la viande. Moi, je ne suis pas du tout pour ne plus en consommer du tout, mais de la bonne viande française, bien évidemment plus décarbonée que celle qui a nécessité que des bateaux traversent les océans avec de la farine qui en plus détruit la forêt amazonienne. Tout ça pour vous dire que le consommateur, vous, tous, vous détenez ce pouvoir qui, avec les vacances de Noël, les cadeaux de Noël qui arrivent, va être important. Vous avez détenu ce pouvoir de pénaliser tous ces produits qui sont de moins en moins nombreux, mais qu'on voit commencer déjà maintenant à apparaître dans les magasins, des produits suremballés avec une petite voiture sur un socle en plastique, avec encore du plastique, avec encore un emballage, alors même qu'il y a des cadeaux de Noël extraordinaires, respectueux de la nature, de la forêt, fabriqués avec du bois, du bon bois français renouvelable. Donc, je crois qu'il faut vraiment insister sur ce pouvoir du consommateur. La carte d'électeur, c'est très bien, il faut en user, mais la carte bleue a un pouvoir absolument considérable. Vous connaissez parfaitement les possibilités que des jeunes pouvaient avoir d'aller étudier à Moscou et travailler et acheter un iPhone 10 et un iPhone 11. C'était passionnant. Passionnant aussi, ça a donné l'occasion d'ailleurs d'un gros roman en 2 tomes que j'ai écrit sur ce qui s'est malheureusement passé pour les Indiens du Canada, qui sont tombés beaucoup par la force d'ailleurs dans l'écueil de la consommation et de la surconsommation avec des dégâts considérables, absolument considérables, qui font que je suis intimement persuadé malheureusement que les Indiens du Canada ne survivront pas à notre siècle, alors même que les Inuits ont, dans certains endroits, un petit peu mieux résisté. Et c'est effectivement passionnant que d'avoir des conversations avec
ces Indiens, ces Inuits, ces éleveurs de rennes qui connaissent tout ce qui est disponible aujourd'hui, mais qui le refusent parce qu'ils restent persuadés que le bonheur n'est pas là. Alors j'en prends pour preuve effectivement quelques Évennes qui ont quitté les rennes, leurs familles, qui sont partis à Moscou, qui ont trouvé un petit boulot, puis qui se sont retrouvés le matin dans le métro pour aller au boulot. Et pratiquement tous, pour ne pas dire tous, sont revenus au bout d'1 an, 2 ans, parfois beaucoup plus vite, avec un cœur et des yeux qui s'ouvraient, vous ne vous avez même pas idée, en retrouvant leurs montagnes et leurs rennes, le bonheur de courir après les loups et les mouflons dans les montagnes, et surtout en disant aux autres l'horreur, mais l'horreur de cette vie qui a été la leur, où ils se levaient à 7 h le matin, ils prenaient le métro, ils travaillaient, tout ça, pourquoi ? Voilà, donc, voilà, cette question tout à l'heure, maintenant, bien évidemment, il y a une marche du monde qu'on n'arrêtera pas, et qui fait que, bien évidemment, ces pays, et dont certains que j'ai visités, n'aspirent qu'à une seule chose, c'est à atteindre tout de même un certain confort, et que je crois qu'il faut que nous leur donnions. Et ça va passer par une répartition, je reviens encore là-dessus, des richesses qui va être, je l'espère, pas douloureuse, parce que je crois qu'il faut aussi que nous rentrions dans quelque chose de beau, qui s'appelle la solidarité. C'est d'ailleurs le thème de mon dernier roman. Et c'est ce que nous apprennent en quelque sorte, voilà, ces peuples qui vivent heureux, qui partagent tout, absolument tout.